Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. De retour, voilà, nous sommes de retour en studio pour cette deuxième partie de votre émission avec Dr Romain Rickson qu'on reçoit en duplex sur le www.afrowebtv.com. Également, nous recevons également dans les grandes instances de votre émission à vie de la diaspora, donc Monsieur Classio Koutoglo, il est expert et consultant, analyste politique également. Merci infiniment à vous et merci également à Monsieur Wadja qui nous honore de sa présence également dans les studios d'Afroweb TV. Merci infiniment à tous et à chacun de vous qui nous permettez également donc de dispatcher la bonne information avec les uns les autres à travers donc les réseaux sociaux également. Nous sommes suivis sur le www.afrowebtv.com. Je voudrais merci également à tous ces acteurs politiques qui nous honorent de leur présence en ligne aujourd'hui. Nous abordons la deuxième partie de notre émission avec Dr Romain Rickson, Monsieur Classio et Monsieur Wadja qui sont avec nous pour ce numéro de votre émission à vie de la diaspora. Direction Mali où on parle également de la nomination d'un nouveau du colonel Assimi Goïta, le nouveau président de la transition au Mali, a désigné vendredi dernier les membres d'un gouvernement dans lequel les militaires obtiennent les postes clés comme la défense, la sécurité et la réconciliation nationale. Le président de la transition politique au Mali, le colonel Assimi Goïta, a nommé mardi Choguel Maïga, premier ministre de la transition. Pourquoi le choix est porté sur Choguel Maïga, monsieur? Je voudrais parler directement à l'expert, Monsieur Classio. Nous l'appelons la récupération du Mali. Avant la récupération du Mali, le nom Maïga courait déjà dans les coulisses. Il va falloir vous rafraîchir la mémoire en disant que Maïga et Assimi connaissaient déjà des réalités sur d'autres terrains où les choses évoluent. Donc, il y avait déjà une intimité très solide entre Maïga et Assimi Goïta qui ont mené des réflexions beaucoup plus profondes sur les enjeux de la France au Mali, ce qui ne marche pas, ce qui marche, et puis ensuite l'aspiration populaire, ce que demande le peuple, les partis politiques et tout cela. Ce sont deux jeunes compétents, il faut le dire, deux jeunes compétents qui se comprennent. Et il faut ajouter aussi le fléau entre guillemets djihadisme et terrorisme inventé par l'entreprise française dans le Sahel africain. Les gens ont mené des réflexions, les gens ont fait des recherches, des gens ont rencontré des gens qui ont fait des voyages et puis ensuite ils découvrent finalement qu'il faut, ce qui s'est passé au Centrafrique, il faut une diversification des partenaires afin de voir très clair la chose. Je vais vous surprendre ici sur cette chaîne que dans les mains des djihadistes, bon, ils les appellent djihadistes. Aujourd'hui, nous demandons aux Africains de ne pas les appeler djihadistes parce que ce sont des gens mécontents. Il faut dialoguer avec eux, il faut voir ce qui ne marche pas. Et sur ce chemin de dialogue, nous avons découvert des armes françaises, marque française dans les mains des djihadistes. Ceux-là qu'ils appellent djihadistes, les armes de marque française dans les mains des djihadistes, des terroristes, les armes ont transité partout. Il faut nous donner des réponses. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le désert ont des communications efficientes et effectives avec les agents de la métropole. Comment ces communications ont été établies? Vous prenez un djihadiste
ceux-là qu'ils appellent djihadistes dans le désert. Le djihadiste, le chef djihadiste tombe malade, on dépêche un hélicoptère bien immatriculé. Nous avons l'immatriculation de l'hélicoptère. On dépêche l'hélicoptère pour aller chercher. Le président Burkina a dépêché un hélicoptère de Burkina Faso. Le chef djihadiste dans le désert, je parle de Blaise Compaoré. Si vous prenez des points focaux de ce qui se passe dans le désert ou bien se passe sur le territoire africain, et vous voyez comment la France a pu les esprits africains déplacer dans le pouvoir de 3, 4, 5 mandats, vous comprendrez beaucoup de choses. Nous avions fait les mêmes études que Macron a fait. Et maintenant, nous demandons juste à l'armée africaine d'arrêter ce genre de choses. Et c'est ce qui se fait. Mais ces compatriotes, nous le comprenons, nous avons des questions en suspens. Ce que nous appelons en recherche au niveau doctorat, des questions qui ne trouvent pas leur réponse. Et quand vous arrivez à un niveau où les questions ne trouvent pas des réponses, il faut agir pour trouver des réponses. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, au Mali. Goïta était devant des questions, multiples questions, je vous dis, des multiples questions qui ne trouvent pas de réponse. Alors, il faut s'arrêter, faire le bilan, frapper, et puis ensuite voir si nous pouvons trouver des solutions, des réponses à ces questions. C'est ce qui se fait. Nous avons trouvé, on a trouvé, quand vous allez au Mali aujourd'hui, vous allez trouver des armes qui ont été retirées. Quand les gens ont été attaqués dans le désert, il y a des djihadistes, ceux-là qu'ils appellent, moi je ne voudrais pas les appeler les djihadistes pour le moment, parce que nous ne trouvons pas encore le lien qui lie les armes que les djihadistes sont en train d'utiliser dans le désert et puis ensuite l'affrontement français devant eux et ils n'arrivent jamais à les attaquer. Ce sont des questions que nous nous posons. Donc quand nous nous trouvons devant ces questions qui n'ont pas de réponse, il faut pistonner quelqu'un pour pouvoir arrêter et puis ensuite nous cherchons les réponses à ces questions. Pourquoi certains pays africains ne sont jamais attaqués, mes frères, comprenez? Pourquoi certains pays africains ne sont jamais attaqués et c'est seulement certains pays qui sont attaqués? Pourquoi les Français, les troupes françaises avec tout cet arsenal militaire sur le dos des budgets des pays africains? Je vous dis bien, sur le dos des budgets des pays africains. C'est-à-dire, on prend les budgets, on transporte les budgets vers la France, et puis ensuite, la France fait semblant que c'est elle qui aide l'Afrique. Et puis ensuite, on n'arrive jamais à avoir le résultat. Il faut arrêter, il faut s'arrêter à un moment donné, il faut utiliser l'intelligence africaine. Il faut trouver des réponses à ces questions. C'est ce qui se fait aujourd'hui au Mali, mes chers compatriotes. Ne cherchez pas par 4 chemins. Et pourquoi Maïga? Maïga est quelqu'un qui comprend la situation du Mali. Maïga a fait les mêmes études, a connu certaines réalités d'autres territoires étrangers où les choses marchent et Maïga et Goïta parlent un même langage. Je pense bien que c'est une bonne combinaison pour pouvoir faire décoller le Mali. Je m'arrête là-bas. Belle combinaison pour pouvoir faire décoller le Mali et il en a parlé tout à l'heure. Dr Romarickson, dans quelle situation le Mali pourrait résoudre ces genres de problèmes qu'il est en train dans lesquels il est en train de passer en ce moment? Parce que le Mali, moi je trouve que le Mali est dans l'impact total. Oui, vous savez, il faut remonter à la période des indépendances pour comprendre ce qui se passe dans nos pays. Dans la période des indépendances, il y avait une classe d'Africains
l'indépendance, il y avait certains qui préféraient plutôt rester sous la domination coloniale. Maintenant, qu'est-ce que la France a fait en général? Ceux qui voulaient l'indépendance et qui ont forcé la main à la France et qui ont acquis l'indépendance, la majorité des gens ont été assassinés. Maintenant, à leur place, on a mis les gens qui étaient sous la domination française. Maintenant, il faut comprendre. À présent, nous avons une classe d'élite qui n'a pas le sens du patriotisme. Mettre à la tête de nos États les gens qui n'ont rien, comme vous le verrez par exemple au Togo avec M. Fonasingbe. C'est-à-dire les gens qui à la France sur nos ressources. C'est ce que la France veut avoir. Maintenant, dès qu'il y a une personne qui est nationaliste, qui pense avec l'intérêt de ses peuples, de son peuple, au devant de tout, la France est contre. Vous allez voir au Tchad, quand on a assassiné Idriss Déby, on est allé au Tchad, à N'Djamena, pour, comment on dit, entériner un coup d'État militaire. Maintenant, au Mali, la France passe par l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU pour pouvoir essayer de contrecarrer Assimi Goïta et ses amis. Maintenant, c'est le temps de faire appel à la jeunesse africaine. Nos pays nous appartiennent. Il appartient aux peuples africains de se mettre derrière les nationalistes et dégager les potentats qui ont occupé la tête de nos pays jusqu'à présent. C'est seulement à ce prix que nos ressources serviront à développer nos pays. Et donc, M. Goïta a bien fait de choisir son premier ministre dans la société civile, puis comme il avait promis, afin que le monde entier sache que l'intention des militaires maliens, ce n'est pas d'acquérir le pouvoir et de le maintenir, mais c'est de faire une décision pour déboucher sur un système démocratique dirigé qui sont nationalistes. Voilà ce que nous autres Africains devons apprendre chez le Mali. Maintenant, que les gens de l'essayer comment se fait la démocratie, moi, ça me fait rire. Parce que si vous connaissez la charte du Mandé, c'est-à-dire au XIIe et au XIIIe siècle, le Mali avait déjà la première constitution démocratique au monde. Quand la France était encore un pays barbare, le Mali avait déjà sa constitution démocratique avec l'Empire du Mali dirigé par les Kanka Moussa et autres. Et donc, personne ne peut apprendre aux Africains comment se pratique la démocratie. Mon grand-père, M. Alogno, il vient d'Anévan. À Anévan, il y avait un roi et il y avait des Akutaga, c'est-à-dire il y avait un président et des ministres. Et chacun de ces ministres s'occupait d'un domaine précis. Donc, les Africains évoluaient comme ça. Et quand les Français sont venus, ils ont dit arrêtez. Maintenant, venez avec nous dans l'autre sens. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit notre civilisation. Ils nous ont fait croire à beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Nicolas Sarkozy, en 2007, est allé à Dakar dire aux Africains que le drame de l'Afrique est que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Moi, ça me fait pitié. Parce que jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, la majeure partie de la culture grecque a été adoptée, entre autres, chez les Égyptiens. Et la culture égyptienne était une culture négro-africaine. Les Égyptiens étaient des Noirs africains. Et donc, c'est la culture que la Grèce a adoptée en Égypte que les autres Occidentaux ont pris. C'est cette culture-là que les autres Occidentaux ont prise. Et donc, que les Français viennent nous dire aujourd'hui que nous n'avons pas la culture, ça fait rire. Mais c'est comme ça qu'ils ont déformé les choses. Mais arrivé au XXIe siècle, nous disons que ça suffit. Il faut que les Africains soient décisifs dans c'est un moment pivotal. Et donc, c'est la jeunesse, il appartient à la jeunesse africaine de soutenir les nationalistes à ce seul que nous arriverions à manger à nos fins, à notre faim, à nous faire soigner, à envoyer nos jeunes à l'école. Parce que quand on parle de ressources, Dieu a tellement béni l'Afrique
que nous n'avons besoin de personne pour nous développer. Nous n'avons besoin de l'aide d'aucune personne sur la terre. D'ailleurs, depuis quand la France a jamais aimé les Africains pour venir les aider? Depuis quand? Et il y a une Zambienne qui s'appelle Dambisa Moyo. Il a écrit un livre en 2010, 2009-2010. Le titre est Dead Aid. Et donc, ça dit que l'aide au développement, c'est quelque chose qui est mort. Dans ce livre, Dambisa Moyo affirme que pour $1 d'aide au développement envoyé en Afrique, il y a $10 qui reviennent en Occident. C'est ça. Deuxième chose, il a dit que il y a à peine 30 ans, 40 ans, le Burkina Faso était plus riche que la Chine. Quand on prend, comment on dit, l'économie par tête et par habitant, le Burkina Faso, il y a 30, 40 ans, le Burkina Faso était plus riche que la Chine. Mais la Chine est devenue aujourd'hui presque la première puissance économique du monde. Vous pensez que c'est l'aide au développement qui a fait développer la Suisse, qui a fait développer la Chine? Non. Les Chinois eux-mêmes ont utilisé leurs ressources. Ils ont envoyé les Chinois un peu partout dans le monde apprendre la technologie, la technique. Ils sont revenus dans leur pays, ils ont créé des entreprises, le peuple s'est mis au travail. Après presque 2-3 décennies, la Chine est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous avons plus de moyens que les Chinois. Parce que nos ressources, toutes les ressources nécessaires pour soutenir ou bien financer le développement de nos pays. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci, monsieur Dr Roman Rickson. Merci d'être avec nous pour ce moment que nous passons ensemble avec vous pour décrypter l'actualité du côté du Mali. Et le nouveau Premier ministre a des obligations et a promis déjà dès demain, dimanche, mettre en place le gouvernement de 25 membres pour relever de grands défis. Quels sont les grands défis qu'il peut relever face à cette situation désastreuse dans laquelle se passe le Mali en ce moment, où il y a en face également des djihadistes et d'autres choses. Monsieur Wadja. Merci. Un pays comme le Mali, on ne pourra pas finir d'en citer les grands défis qui attendent le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Notamment, il est question de rassurer le peuple malien avec une situation de coup d'État. On a qui seront pour, il y aura des Maliens qui seront contre, et c'est là-bas que l'ennemi peut encore s'infiltrer pour créer une guerre civile au Mali. Donc le premier défi pour ce nouveau gouvernement, c'est de rassurer au peuple malien qui sont là pour travailler pour le développement du Mali. La seconde chose, c'est la stabilité. Donc aujourd'hui, le nouveau gouvernement a intérêt à travailler dans le sens de trouver de nouveaux partenaires qui vont les accompagner dans la lutte contre ces mercenaires supposés djihadistes qui existent dans le Sahel et qui sèment de la terreur au sein de la population malienne. Donc le gouvernement, en travaillant sur ces points, de rassurer la stabilité et puis encore sur le plan économique pour redonner vie au Mali, je pense qu'ils pourront amorcer un pas vraiment très important dans la démarche du Mali vers le développement. Quelle est la solution maintenant que vous proposez, monsieur Classio Koutoglo? Quelle est la solution que le Mali peut appréhender face à cette situation avec la France et avec d'autres partenaires qu'il a en face? Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que analyste politique et consultant? À qui veut l'entendre, à ceux qui ont la main mise aujourd'hui sur le Mali, il faut diversifier le partenariat. Il faut prendre la Russie au sérieux, lui poser les problèmes du Mali. Ceux qui sont dans le désert, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des Français. C'est-à-dire, ce ne sont pas des nationalités françaises. Ce sont les Africains.
Puisque l'autre qu'il fois, manipule. je ne vous coupe pas, puisque l'autre fois, dans une des analyses, il y a également un analyste qui nous disait que les djihadistes sont des Français. Et vous, aujourd'hui, vous nous dites que les djihadistes, ce ne sont pas des Français. Que retenir réellement? Je vais vous expliquer ça rapidement. Allez-y. Quand je finance la FM Liberté, la FM Liberté est pour Classio. Mais les Français... Mais quand vous financez, par exemple, FM Liberté, Monsieur Classio, quand vous financez FM Liberté, ce n'est pas parce que vous financez FM Liberté que FM Liberté est pour Classio. Bon, maintenant, il y a également un corps administratif du côté donc de FM Liberté. Donc, il y a des actionnaires peut-être on peut vous appeler que vous êtes un actionnaire de FM Liberté, mais pas pour Classio. Non, je parle d'affaires. Je dis quand je finance la FM Liberté. Allez-y, la allez-y. FM Liberté m'appartient. Allez-y. Ok? Quand les Français financent, donnent des armes aux djihadistes, les nourrissent avec la drogue sur les chemins à travers les ports Bolloré. Quand le conteneur de drogue arrive au port autonome de Lomé, on n'arrive pas à détecter ce conteneur qui a des drogues dedans. Alors que on peut détecter au Togo quelqu'un qui s'habille en rouge et l'appeler djihadiste quand il fait de la politique. Et puis ensuite transporter ce conteneur de drogue jusqu'au Niger, où le centre est placé afin de faire le dispatching et transporter les drogues à travers les chemins terrestres dans le désert pour arriver aux djihadistes afin de les saouler et poser des actes ignobles contre les Africains. Il y a un problème. Je ne dis pas ce qui est étranger à vous. Vous aviez vu tout récemment, le Niger, la télévision nigérienne a fait sortir le dossier, un conteneur de drogue qui passe par le port autonome de Lomé. On ne l'a pas détecté. Mais quand on s'habille en rouge pour faire la politique, on peut dire qu'on est djihadiste. On transporte ce conteneur de drogue jusqu'au Mali, et puis ensuite les voitures arrivent par voie terrestre à travers le désert, prennent ces drogues, et puis ensuite les drogues disparaissent dans la nature. Même au même titre, vous prenez les conteneurs des armes. Mais jusque-là, oui, mais jusque-là, M. Classio, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves que ça passe par Lomé. Et puis, si la France veut faire quelque chose, la France n'a pas demandé le Togo ou qui que ce soit. Ils ont des techniques. Je suis en train de dire, et dites pas la télévision nigérienne, allez sur mon Facebook, Bonka Berger, vous allez trouver l'image. C'est la télévision nigérienne qui a dit ça, ce n'est pas moi. Ok? Le conteneur est passé par le Lomé. Donc ça veut dire que les ports Bolloré ont un sujet, un lien. Si nous voudrions faire ce qu'on appelle une analyse tactique, il y a un lien entre les ports français et puis ensuite le djihadisme. Alors, je dis tout simplement, le problème est où? Quand on parle de la transition, quand on parle des chefs d'État qui briguent 3, 4, 5 mandats, il faut faire le dialogue. Mais quand on parle du djihadisme qui attaque les peuples africains, on ne peut pas dialoguer avec les gens qui ont pris les armes. Mais quand il y a un problème quelque part, la France intervient pour élire le fils du président et on ne parle pas de dialogue. Vous voyez, il y a trop de zones sombres dans cette affaire française. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, que proposez-vous? Les Français ont les yeux, ont les oreilles. Ils disposent des nez pour respirer. Ils regardent, ils lisent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Il faut maintenant des militaires courageux pour arrêter cela, ordonner les militaires français, ou bien de reculer les militaires français, trouver là où les problèmes ne sont pas résolus, et puis ensuite, on attaque ceux-là qui sont dans le désert et qu'ils appellent terroristes. Bon, maintenant, en attaquant ces personnes, en les éliminant,
on verra très clair ce qui se passe et ce qui se fait en Afrique. Pourquoi on parle d'anti-français? Pourquoi on parle d'anti-français? Donc les Maliens sont surtout, c'est le moment de dire mes respects totaux et globaux à Assimi Goïta, qui a compris le sujet et que d'autres pays africains sont en train de suivre. Vous avez vu tout dernièrement le président Patrice Talon, sa position sur les relations avec la France. Le Niger commence par arriver. Le Centrafrique est déjà parti. Ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre. Essayons de trouver des solutions à ces problèmes et vous verrez que l'Afrique va décoller sans la France. Le Rwanda a fait l'expérience, mes chers compatriotes. Pendant 6 ans, on n'a pas vu l'intervention française au Rwanda. Aujourd'hui, nous qualifions le Rwanda comme pays, l'un des pays africains le plus développé. Et maintenant, la France court derrière pour pouvoir aller demander, entre guillemets, des petits pardons, et puis ensuite mettre des pignons pour pouvoir casser encore le Rwanda. C'est ça, c'est ce qui se passe. Il faudrait que nous ayons le courage de le dire. Si nous ne le disons pas avec notre bagage intellectuel aujourd'hui, quand est-ce que nous allons le dire? C'est le moment de dire aux présidents africains, les Macky Sall, les Faure Gnassingbé, les Alpha Condé, les Alassane Ouattara, que la jeunesse qu'ils ont manipulée, cette jeunesse-là n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons à nos frères africains pour qu'ils puissent prendre les responsabilités quand ils ont le pouvoir. Et c'est ce qui va se passer bientôt au Togo. Vous serez étonnés. On en parlera dans quelques instants à l'autre concernant le cas du Togo et nous rappelons tout simplement que vous pouvez participer à cette émission en appelant tout simplement le 319 462 89 79 et donner votre avis. Votre avis nous intéresse. Que pensent également les intellectuels résidant du côté de la diaspora concernant l'actualité? C'est de ça nous parlons aujourd'hui. Nous décryptons l'actualité avec les intellectuels qui résident à la diaspora. Nous vous souhaitons également merci également d'être avec nous pour surtout bienvenue si vous venez donc de rejoindre la grande famille des auditeurs, des téléspectateurs, surtout des amis internautes de votre émission Avis de la diaspora. Dr Omar Rickson, le Mali est dans l'impasse. Moi je me dis que le Mali est dans l'impasse parce que la porte est maintenant ouverte à tous les djihadistes d'attaquer. Et que pensez-vous que le Mali doit faire face à cette situation et que proposez-vous? Je pense que le Mali va faire la diversification du partenariat. C'est-à-dire, les Maliens vont aller chercher des partenaires sérieux qui peuvent l'aider à reprendre, comment l'appelle-t-on, son intégrité territoriale. Et donc, ça passe, il y a le moyen politique aussi. C'est-à-dire que le moyen, c'est d'aller nettoyer tous ces fameux djihadistes qui sont armés par un pays que nous connaissons. Et c'est la France qui vend des armes à ce pays. Et donc, la France a quelque chose à faire dedans. Parce que les djihadistes qui sont supposés être dans le désert n'ont pas les moyens pour fabriquer les armes, les munitions et les voitures et les appareils technologiques qu'ils utilisent. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée. Si les Français pensent que les Africains sont encore des singes, j'aimerais leur faire comprendre que les Africains n'ont jamais été des singes, mais des créatures de Dieu. Et donc, nous comprenons très bien ce qui se passe maintenant. Donc, les Maliens vont chercher des coopérants militaires d'autres pays qui vont les aider à nettoyer ces fameux djihadistes, d'un côté. Mais de l'autre côté, sur le plan politique, le Mali, le pouvoir de Bamako doit négocier avec les gens de l'Azawad. Parce que eux aussi, c'est des Maliens qui sont de la partie du nord du pays. Et donc, il faut négocier avec eux, connaître leurs doléances et savoir partager la peau en deux afin qu'ils soient à moitié satisfaits et le pouvoir de Bamako aussi soit satisfait. Et comme ça, le pouvoir pourra être géré dans la quiétude. Voilà ce que les Maliens ont à faire et je pense qu'ils ont tout ce dont on a besoin pour le faire. Ils ont l'intellect, ils ont les militaires bien formés et ils ont les ressources nécessaires
pour payer les coopérants étrangers qui vont venir les aider. Et donc, moi, je n'ai pas peur. Mais dans tout ça là, c'est la CEDEAO qui se ridiculise. La même CEDEAO qui a suspendu le Mali de toutes ses instances, c'est la même CEDEAO qui vient dépêcher un émissaire pour venir négocier avec le pouvoir de Bamako. Ça n'a pas de sens. Soit une chose, soit l'autre. Après avoir suspendu un pays de toutes ses instances, on délègue un émissaire pour venir négocier avec ce pouvoir même. Mais c'est vraiment insensé. Vous savez, cette CEDEAO a assez honni les citoyens africains. Et je pense que dès que nous finissons avec les potentats qui dirigent nos pays, nous devons aussi casser ces CEDEAO-là et créer maintenant une nouvelle structure qui sera au service de nos citoyens. Je suis en Europe. Quand tu parles de l'Union européenne, c'est une instance qui pense aux besoins, au bien-être des populations européennes. Mais la CEDEAO et l'Union africaine, vraiment, c'est des instruments du colon. C'est des instruments que le colon utilise pour détruire nos pays. Mais jusqu'à quand allons-nous laisser ce genre de choses se passer sur notre continent? Et donc, je pense que la jeunesse africaine actuelle a assez compris les choses. Elle manifestera sa colère, elle prendra le pouvoir, elle va gérer le pouvoir d'une manière différente. Et j'ai un rêve que dans les décennies à venir, l'Afrique sera le paradis sur la terre. Voilà ce que je peux dire à partir de l'Afrique sera le paradis sur terre. Et nous sommes maintenant... Ouais. L'Afrique sera le paradis sur terre. Beaucoup de personnes comptent sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons également un jeune dynamique qui est M. Ouadja Gilbert qui nous honore de sa présence. La solution que vous proposez, c'est vrai qu'il y a plusieurs communautés maliennes du côté de la diaspora. Ils font aussi leurs actions pour sauver le Mali. Nous prions tous. Mais sur le terrain, il y a également des Maliens également qui souffrent. Et dans quelques heures, ou soit peut-être dans d'autres émissions, j'aurai l'honneur également de recevoir des communautés maliennes et sénégalaises et tchadiennes également dans notre émission par Duplessis. Alors, je voudrais vous poser la question de savoir, Assimi Goïta, aujourd'hui président du Mali, on le voit quelquefois même en civil, est-ce qu'il veut avoir une carrière politique? Est-ce que sa carrière politique pourra sauver le Mali? Et quelles sont les propositions que vous faites dans cette mesure-là pour sauver le Mali? Bon, la question de... Goïta voulait peut-être faire une carrière politique, c'est à lui de... Peut-être ça, il sera la seule personne à le dire, mais seulement ce qu'il peut rassurer que... C'est ce qu'on ressent. Oui, c'est ce qu'on ressent, mais ce qu'il peut rassurer que je vois que avant de prendre cette décision, de prendre le pouvoir, c'est qu'il a été... il a été sur le terrain, il connaît la réalité, ce n'est pas par hasard qu'il l'a fait. Donc, il a une vision et le fait qu'il nomme un premier ministre qui a travaillé d'abord avec ATT, avec IBK, ça veut dire qu'il a conscience de la réalité du Mali et qu'il pense qu'un homme qui est mûr dans la politique comme Maïga pouvait être l'homme le plus sérieux, l'homme le plus sur qui on peut compter pour diriger le Mali. C'est pourquoi il a nommé ce monsieur comme Premier ministre. S'il avait des intentions de s'éterniser sur le pouvoir, il aurait peut-être pris un militaire et puis mettre à la tête et les choses vont évoluer. Mais le plus important, c'est de savoir les ambitions que Goïta a pour le Mali. D'abord, moi, ce que je propose, qu'il prenne acte de la décision de la France de se retirer du Mali et qu'ils prennent acte de cela et que la France s'en aille. La première des choses, c'est ça. Maintenant, comme les autres l'ont déjà dit, ils signent des partenariats avec d'autres puissances, comme la Russie par exemple, qui pourra intervenir avec dignité et puis défendre les intérêts du Mali. Au même moment, il faut aussi rentrer dans le but de négociation avec les frères maliens. Et quand nous parlons par exemple des djihadistes qui sont français, comme vous disiez cela, nous considérons que les djihadistes sont des Français. Pas forcément. Mais pourquoi? On n'a pas encore la preuve. Oui, on n'a pas de preuve. De quelle preuve vous parlez?
De quelle preuve vous parlez? Vous pensez que une puissance comme la France qui déploie des cargaisons d'armement au Mali peut faire plusieurs années au Mali pour combattre certains djihadistes qui sont dans le désert, qui n'ont rien en réalité dans plusieurs années et puis n'ont pas pu les éliminer? C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a une collaboration indirecte qui se passe. Et ce qu'on ne sait pas, nous, le commun des mortels, ou nous, le reste du peuple, le bas peuple, on n'est pas informé sur beaucoup de choses. Il y a des conteneurs, comme le grand frère le parlait, et parlait des conteneurs. Il y a des conteneurs qui sont envoyés en Afrique sous des mandats diplomatiques que nos gouvernements ou la sécurité nationale d'un pays ne peut même pas toucher à ces conteneurs-là. Ils ne peuvent même pas ouvrir ces conteneurs-là pour voir ce qu'il y a dedans. Et ces trucs-là, c'est ce que les grandes puissances comme la France, ils fabriquent, ils envoient ces conteneurs-là comme ça, et ils mettent des mandats sur ça qui vont dans leur pays et qui vont dans le Sahel. Et c'est dedans qu'ils mettent des armes. Comment est-ce qu'on a vu les armes de marque française au sein des djihadistes au Sahel, et puis on pense que la France n'est pas derrière le djihadisme? On ne peut pas comprendre ça. Donc nous avons suffisamment de preuves pour comprendre que la France aujourd'hui est derrière le djihadisme en Afrique et que l'Afrique ne veut plus d'elle, on ne veut plus de leur intervention en Afrique. Et ce que nous allons faire comme proposition pour Goïta, c'est d'abord de chercher des collaborations ailleurs et laisser tomber la France carrément. Laisser tomber la France, les analystes, soit la diaspora, les analystes de la diaspora en parlent chaque jour. Et bien avant que M. Classio n'intervienne, il y a un auditeur en ligne. Vous savez que cette émission, c'est une émission interactive et nous permettant également à tous les auditeurs de donner leur point de vue sur toutes les problématiques de l'heure. Alors, auditeur, bonjour. Bonjour, chers panélistes. Mon nom c'est Ben. Monsieur Ben, bonjour, ça fait plaisir de vous écouter. Alors, votre point de vue sur cette problématique? C'est par rapport à votre question que vous venez de poser au panéliste. Je pense que c'est Monsieur Ouaga. Oui. Et donc, concernant la question si Assimi Goïta veut faire la politique ou pas, je dirais que nous vivons dans une société, dans une police. Quand je dis police, c'est-à-dire dans une société comme mégapolis. Donc, l'homme est un animal politique parce qu'il vit dans une société. En cela, je voudrais dire que Assimi Goïta, en tant qu'une entité qui vit dans une société, dans une police, peut faire la politique. Je ne vois pas la raison pour laquelle il ne peut pas faire la politique. D'ailleurs, tant que nous vivons dans une société, nous devons faire la politique. C'est-à-dire, les gens doivent faire une distinction claire entre la politique politicienne et la politique. La politique qui est la gestion de la cité, c'est-à-dire la gestion de la police. Donc, en tant qu'entité vivant dans une société régie par des lois et des coutumes, si, et d'ailleurs, Assimi Goïta, ayant développé son potentiel, est capable de mener le Mali à bon port, je pense que cet aspect dont il parle de laisser le pouvoir aux civils, moi ça ne me plaît pas. Nous devons quand même laisser Assimi Goïta diriger le Mali pour un bon nombre de temps. C'est un Sankara, comme je l'appelle, lui, le jeune là, il est bon. Et par ailleurs, ne nous précipitons pas à aller vite aux besognes. Il faut que le Mali, pour le moment, reste sous Assimi Goïta. Il faut que la Russie aide le Mali, et si déjà avec cet aspect vraiment panafricain de Assimi Goïta,
Merci, Monsieur Ben, de nous avoir appelé. Revenons-nous souvent, surtout quand on aimerait avoir votre point de vue également sur le sujet concernant le Togo, l'avenir politique du Togo, un sujet très alarmant. Mais bien avant qu'on ne referme ce sujet concernant donc le Mali. Alors, Monsieur Classio, vous voulez intervenir, réagir par rapport à une question demandée à Monsieur Wadja? De Wadja, je tiens à remercier notre auditeur qui vient de parler de quelque chose de très intéressant. Nous allons juste vous devancer pour vous dire que Goïta fera 2 mandats. Bel et bien, il n'y aura rien qui va empêcher Goïta 2 mandats propres. Ça, il faudrait. Ne soyez pas étonnés que Classio sera le conseiller au Mali. Ne soyez pas étonnés. Il va falloir que nous montrons à la France de Macron, de Alpha Condé, de Ouattara, de Gnassingbé Faure, que la France a imposé des gens qui n'ont même pas fait l'affaire au Togo, comme Faure Gnassingbé. Il a fait un coup d'État bien propre. Il a exécuté, il a fait le 1er mandat, il a fait le 2e mandat. Il est en train de faire le 4e mandat et il va peut-être faire le 5e mandat si Dieu est de son côté. La France est allée au Tchad pour imposer le fils d'Éric sans passer par la Constitution. Le président Alassane Ouattara, que les gens ont montré au monde entier comme quelqu'un de très bon et bien pétri en politique, est en train de sauter ses premiers ministres pour faire le 3e mandat et imposer son frère. Alors, pourquoi nous allons laisser un Thomas Sankara de l'Afrique aller vite le 1er janvier 2022 à cause de la menace de la France? Non, nous n'allons pas. Il faut que l'AFM de Liberté commence par écrire ça noir sur blanc. Goïta, dès que la transition va finir, nous allons évaluer ce qu'il a fait comme travail avec son premier ministre Maïga. Est-ce que les rebelles qui sont dans le désert sont un peu repoussés? Oui, si le travail est très bon et que le peuple malien accepte, nous allons tous monter en Afrique pour demander au peuple d'accorder un mandat très propre et clair, 5 ans, à Sima Goïta. C'est ce que nous allons faire en tant qu'artistes. Bon, donc, laissons cette partie. Maintenant, le sujet de Ouattara. Mes chers compatriotes, nous avons vu comment Gbagbo a été sauté en Côte d'Ivoire. Les armes ont transité par où le Bénin. J'ai les documents en main aujourd'hui. Quand vous voyez les présidents, par exemple, aux côtés du Bénin, qui commencent à dire non à certaines choses, c'est parce que les gens ont découvert des documents compromettants qui n'aident pas au développement de l'Afrique. Il va falloir que nous soyons courageux pour pouvoir vous dire des choses. Les conteneurs diplomatiques ont été envoyés au Bénin, au temps de Yaya Boïni et au Togo. Les hélicoptères ont quitté le Togo à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les gens qui étaient acteurs sont devenus des opposants et ils font sortir des documents. Nous avions passé par ces personnes pour qu'ils puissent aider Gbagbo à sortir. Ça veut dire que les Français sont quelque chose dans notre retard en Afrique. Si vous voyez aujourd'hui la Centrafrique, vous avez vu tout récemment, ce n'est pas moi qui le dis, moi je suis juste un analyste. On a découvert un Français avec des armes qui sont du côté de ceux qui détruisent les citoyens centrafricains. Et vous voulez dire quoi encore? Mes chers compatriotes africains, le temps est très clair et précis. Levons-nous pour faire sortir d'abord la France de l'Afrique. Nous ne rejetons pas la France. Nous avons des amis français, nous avons des jeunes filles françaises qui sont à nos côtés. Tout ça là, dans nos foyers, nous sommes aujourd'hui mélangés. Nous ne pouvons pas rejeter.
Là, nous ne pouvons pas être des anti-français, mais nous disons non à la politique française en Afrique. Merci. Nous placerons des jeunes courageux, des militaires un peu partout en Afrique pour récupérer l'Afrique. Merci, monsieur Classio. Merci, vraiment merci, monsieur Classio, pour votre point de vue et vous endossez également donc les responsabilités. Alors, merci d'être avec nous, de rester toujours à notre compagnie pour la troisième partie que nous abordons qui concerne l'avenir politique du Togo. À travers cette émission, donc, nous permettrons aux uns aux autres de nous appeler sur le 319 462 89 79, ce numéro affiché à votre écran ou que vous soyez en ce moment sur le www.afrowebtv.com. Merci à tous. On revient juste dans 30 secondes après cette petite courte pause que nous vous proposons, une occasion pour nos invités de se préparer pour le troisième sujet. On se retrouve juste derrière. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319